Sur les pénalités de retard, nous avons commencé la réception, comme prévu, le 9 juillet, en retenant tout de même, en consignant la somme de 5%, parce que le mensuel ne s'est pas obtenu. Le mensuel vient d'arriver 2 mois plus tard. Est-ce que donc, la maison n'a pas été habitable durant ces 2 mois, vous savez, l'électricité pas lancée, etc. Est-ce que nous pouvons demander des pénalités de retard? Alors, il me semble de mémoire que les pénalités de retard, elles sont dues à partir de la livraison. Donc, en fait, c'est pas à compter de la réception, mais de la livraison de l'ouvrage, au moment où vous en prenez possession. Donc, nous avons vous n'avez pas. Vous avez pris les clés, etc. J'ai vu quelque part sur le site de la loi que quand la maison n'était pas habitable, si on livrait et on réceptionnait la maison mais qu'elle n'était pas encore habitable. Alors là, bon, ça en matière de responsabilité des constructeurs, tout dépend en fait de la. Est-ce que l'ouvrage est en état d'être livré? C'est sûr que si vous avez une maison qui n'est pas hors d'air ou qui ne correspond pas à la mention des travaux, je ne vois pas comment vous pouvez considérer qu'en ayant une livraison. Non, mais la maison est terminée, c'est le moquet mensuel qui devait intervenir quelques jours après. Ouais. Et ça a traîné 2 mois. Au lieu d'intervenir 10 jours plus tard, ça a traîné 2 mois. Donc, il y a vraiment. Je pense que l'obtention du mensuel est indépendante de la livraison du droit. Sous réserve, mais c'est pas parce que vous n'avez pas obtenu le mensuel, c'est la livraison, c'est le moment où vraiment vous prenez les clés et vous prenez possession de l'ouvrage. Même si ça n'est pas permis, mais c'est là que vous Par exemple, la pompe à chaleur n'est pas stable. Si vous pensez que vous estimez en fait la livraison de l'ouvrage n'a pas pu s'opérer parce que vous ne pouvez pas l'habiter parce qu'il n'y a pas de chauffage, alors là, il dit qu'on peut éventuellement dire que la livraison sera interdite. Ça, c'est des considérations faites, ça dépend un peu du cas d'espèce. Après, il y a il faut distinguer le juridique et puis les faits, et de temps en temps, les techniques considérer la jurisprudence dessus, c'est très spécifique, mais livraison s'entend normalement de la remise des clés ou alors de la prise de possession de l'ouvrage. D'autres questions? Quel est le délai moyen quand on veut avoir la nullité d'un contrat? Un minima, ça peut prendre du temps, et un maximum. Je veux dire, des moyens en justice? Oui, oui. Tout dépend un peu de. Non, mais le minimum, merci, puis ça. Tout dépend en fait si les parties entendent faire appel. Donc, si vous allez devant une cour d'appel, en première instance, on peut logiquement penser, raisonnablement penser qu'une action en unité pour un contrat de construction de maison individuelle, s'il y a non-respect des formes obligatoires, prendra entre 1 à 2 années si les avocats sont diligents, si il y a un problème, si c'est un incident de procédure. Si vous avez un appel, il faut au moins encore compter 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi. Ça dépend aussi des taux d'appel, si elles sont surchargées. Et puis si on peut voir des questions. C'est rapide. Non, mais ça. Après, une deuxième question, je pense que ça c'est tout le monde. Pour les travaux mentionnés dans le contrat, mais qui ne sont pas chiffrés, vous savez, auxquels on peut se retourner contre le constructeur, est-ce qu'on peut, au niveau des avocats, quel est le coût pour nous non, mais le coût des travaux n'est pas chiffré. Oui, oui, mettons qu'il y ait 30, 40, 50 000 euros, peu importe. Ils sont marqués. Non, mais ils sont marqués sur les plans, à charge du maître d'ouvrage. Ah, donc c'est les travaux que je réserve du maître d'ouvrage? Non. Ils sont marqués sur les plans à charge du maître d'ouvrage, mais ils ne sont pas chiffrés. Donc là, j'ai appris. Non, ça ne respecte pas le formalisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont finalement, enfin, il faut se retourner contre le constructeur, mais il fallait attendre la réception, puis après les attaquer, on va dire. Donc, ce que j'aimerais, c'est, si on a, mettons, 50, 100 000 euros pour ces travaux-là, quel est le coût pour nous? Est-ce qu'on peut négocier entre guillemets avec vous, avocats, en disant on est prêt à vous donner un pourcentage intéressant pour vous, hein, je veux dire,
L'honoraire de résultat. La question est l'honoraire de résultat. Oui, l'honoraire, c'est les principes fondamentaux en matière d'honoraire. Un avocat ne peut pas prendre seulement des honoraires de résultat. Ce serait un contrat, une convention d'honoraire qui serait illicite. Donc il est obligé de prendre une base fixe, une nomination, et après un pourcentage suivant. Alors ça, c'est dans le cadre du contrat, c'est si vous obtenez la restitution des sommes qui ont été versées, vous pouvez toujours venir voir avec l'avocat qui vous ferait une petite partie du pourcentage, comme ça peut venir avec. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où on est sûr, enfin l'avocat est sûr du fait que comme là. Oui, mais c'est dans le cadre si vous obtenez le résultat. Oui, mais comme on est quand même dans l'association, on est sûr, enfin on me le dit, on est sûr de résultat du fait que. Alors oui, je vous ai déjà informé tout à l'heure sur les conséquences de la nullité. Je vous ai dit que suivant les juridictions du fonds, le problème des restitutions, les restitutions posent problème. Dans la mesure où il y a la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur ce que doit le constructeur. Est-ce que le constructeur est en droit de solliciter l'article 55 du Code civil, donc notamment les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux, lorsque celui-ci est de bonne foi ou pas de bonne foi. Voilà. Donc là, il y a tout un régime spécifique qui est prévu dans le Code civil, et le problème, ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, c'est que de temps en temps, il n'est pas forcément recommandé de solliciter la nullité parce que les cours d'appel. Là, je ne parle pas d'unité. À la fin, pour récupérer des sommes, je ne parle pas d'unité, il faut fidélité. Alors, vous ne demandez pas la nullité. Non, la première question. Vous demandez la responsabilité. Voilà. La restitution des sommes, mais pour la restitution du petit peu pour nous, mais on réceptionne la maison et on attaque le constructeur par rapport à tous ces travaux qu'il n'a pas fait, parce qu'il ne les a pas chiffrés. Donc, oui, ça fait l'exécution. Mettons, je pense à des terrasses qui sont marquées sur les plans, on a de construire. Écoutez, vous n'êtes pas obligé de soulever la nullité. Non, je ne parle pas d'unité là. Je parle, là, c'était la deuxième question, c'est l'honoraire par rapport à l'avocat. Ah, ça c'est libre. Hein. Vous faites comme si vous entendez avec l'avocat, vous faites comme vous voulez. S'il est sûr de gagner, s'il est sûr de gagner, oui. En principe, mais normalement l'avocat demande des honoraires de résultat parce qu'il est pratiquement sûr de gagner. Je veux dire, soit il prend le risque, enfin un gros risque de ne pas être payé, c'est un cas d'échec. Donc, mais dans ce cas-là, il y a toujours la l'indemnité, les honoraires forfaitaires qui sont obligatoirement prévus dans la convention. Mais en principe, les honoraires de résultat s'appliquent souvent, par exemple, en matière de réparation du préjudice corporel, où là encore, la victime, quand il y a quelqu'un de identifié, est forcément dédommagé par les assureurs. Et donc, dans ce cadre-là, souvent, les avocats demandent des honoraires de résultat sur les sommes que la victime va pouvoir percevoir à l'effet de conséquences potentielles qu'elle a pu subir. Et ça, c'est libre. On va faire une convention avec forfait, aux heures passées, ou alors éventuellement aux honoraires de résultat. Voilà. J'interviens parce que je ne crois pas qu'on ait dit une fois, vous êtes sûr. Non, mais j'ai vu à plusieurs reprises. Et on a eu quelques fois des résultats très surprenants. Mon dit, c'est que oui, vous avez toutes les chances de gagner ce genre de position parce que la jurisprudence est consciente de tout ça. Vous n'êtes jamais à l'abri de quelqu'un qui. Voilà. Disons que vous avez plus de chances dans le cadre d'un contrat pour les individuels, c'est automatique. Hein. En plus, les juridictions du fonds, bon, même s'il y a une juridiction du fonds qui prend une décision qui est un peu contraire à la jurisprudence normalement qui devrait se faire, vous allez devant la Cour de cassation, en principe la Cour de cassation est stricte, et puis elle va souvent dans le sens du maître d'ouvrage. C'est pour ça que ce contrat existe. C'est-à-dire c'est vraiment pour protéger les maîtres d'ouvrage, parce que, comme vous le savez, vous avez dû voir beaucoup de documentaires en matière de construction, il faut s'y connaître un peu. C'est quand vous avez des sommes, vous payez des entreprises à hauteur de 200, 300 000, 400 000 euros. Vous connaissez plusieurs entreprises et constructeurs qui, de temps en temps, partent avec l'argent sans que rien soit fait. Et si vous n'avez pas vous n'êtes pas entouré de professionnels pour éventuellement vous encadrer en matière d'assurance de l'âge d'ouvrage, parce que de temps en temps, même si elle est obligatoire, elle n'est pas souscrite, même s'il y a des infractions pénales qui sont liées à la non-souscription de l'assurance. Le maître d'ouvrage se trouve devant personne pour payer. La société est en liquidation judiciaire et ne distribue.
vous n'avez pas d'assurance dommage ouvrage, et puis de temps en temps, les entreprises qui ont des responsabilités civiles décennales vont dénuer leur garantie parce qu'elles vont considérer que l'ouvrage n'a pas d'impropriété à la destination, ou alors qu'il y a ou que ça ne répond pas à la responsabilité décennale. Donc finalement, les assureurs des entreprises ne couvrent pas l'intégralité des dommages. Et quand vous vous retrouvez avec un dommage qui n'est pas d'une nature décennale, vous n'avez pas d'assurance dommage ouvrage, c'est que vous n'avez pas de maître d'œuvre également. Encore, le maître d'œuvre a beaucoup d'assurances obligatoires, donc vous êtes protégé. Et quand vous vous retrouvez en l'absence de personnes qui est solvable, dernier contrat. La dernière petite question qui peut intéresser tout le monde, est-ce qu'on peut demander la nullité une fois qu'on a réceptionné, c'est-à-dire qu'on a un litige? Oui. Parce que moi, c'est pas très intéressant, on a la maison, et après on a chez nous. Avant réception. Et on peut La demander nullité sanctionne. Non, après la réception. Alors, je vous explique. La nullité sanctionne un manquement lors de la conclusion du contrat. Donc, peu importe. De toute façon, la nullité, soit vous en apercevez juste après la date de conclusion, et dans ce cadre-là, il n'y a rien qui a été versé, donc à la limite, vous pouvez demander éventuellement des dommages et intérêts supplémentaires. Soit, et ce qui est le plus fréquent, vous en apercevez lorsqu'il y a exécution du contrat. Donc, l'exécution du contrat, peu importe la réception ou pas. Non, mais le problème, c'est que c'est le temps. C'est pour être dans la maison. Vous avez un délai de prescription pour engager une action en limité. Vous avez une action qui doit normalement être engagée dans un délai de 5 ans maintenant. Depuis 2008, vous avez une prescription qui est. Mais cette prescription est glissante, c'est-à-dire qu'elle court à côté d'un délai qui est glissant. Maintenant, ce n'était pas le cas apparemment, donc on avait des jurisprudences qui étaient différentes, qui prenaient l'action en garantie, de l'action en unité, pardon, excusez-moi, comptait à compter de la signature du contrat. Ce qui n'est plus le cas maintenant, c'est à compter du jour où le bénéficiaire a dit ou aurait dû en prendre conscience. Donc là, ça résultera des circonstances de fait, et notamment des échanges de courriers qui permettaient de voir qu'il y avait une unité dans le contrat. Donc c'est envisageable de le faire le lendemain de la réception, le lendemain. D'accord. C'est important. Parce qu'on est chez nous, et on n'a pas ce temps. Là, il arrive, alors vous demandez soit la démission d'ouvrage. Non, enfin c'est moins grave que ça, mais c'est important. Ah non, mais la unité du contrat, il n'y a plus de contrat. Donc, normalement, il n'y a plus d'ouvrage. Enfin, si on demande avec des conditions, on n'est pas obligé, mais. Non, mais si c'est des non-conformités diverses, je ne vais pas dans le détail, mais dans le sanitaire ou dans le je sais pas quoi, on ne veut pas donner dans l'ouvrage, on est chez nous, on peut l'appliquer, mais il y a plein de non-conformités. On a décelé à la réception. Et est-ce que si vous voulez vraiment, c'est-à-dire qu'on va vous restituer les sommes que vous allez débourser, et vous allez conserver l'ouvrage, et vous allez restituer éventuellement, selon les positions des jurisprudences, des sommes qui ont été engagées. Et de temps en temps, je vous l'ai dit plusieurs fois, le constructeur est avantagé. Là-dessus, justement, même dans le cas où on avantage le constructeur et ensuite on rembourse des matériaux et la main-d'œuvre, est-ce que le maître d'ouvrage n'est pas quand même gagnant sur la marge du constructeur? Est-ce que ce qui concerne la maison, en récupérant la marge, je pense que c'est ce que veut dire monsieur, sur cette marge, il va pouvoir payer toutes les malfaçons qu'il voudrait s'enrichir. Oui, mais tout dépend après du circonstance de fait, parce que ça dépend, est-ce que le terrain a pris de la valeur entre-temps, une certaine période qui s'écoule de temps en temps. Le constructeur, avec le problème des restitutions, était indemnisé de façon plus favorable que le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage a des restitutions des sommes qu'il avait engagées, mais le constructeur avait des sommes plus importantes du fait de l'actualisation du coût de la main-d'œuvre, du coût des matériaux, et bénéficie d'une indemnisation supplémentaire. Et donc, finalement, on a demandé l'indemnité du contrat, l'ouvrage n'a pas forcément été démoli, mais il y avait des restitutions plus importantes. Peut-être qu'on aura un arrêt de cassation sur les restitutions prochainement. Voilà.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, vis-à-vis de la formalisation d'avenant CCI, c'est que il est recommandé d'alerter le garant sur la formation des avenants. Est-ce que cette alerte est à l'initiative exclusive du maître d'ouvrage ou est-ce que le maître d'ouvrage doit confier le transfert de cette information au constructeur? Moi, dans un souci de simplicité, moi je le ferai directement. Moi j'avise que, parce qu'on peut toujours dire, est-ce que le constructeur, alors on envoie un courrier, surtout quand vous envoyez des courriers, vous les envoyez par les recommandés, et vous conservez les courriers en double, et vous pouvez très bien demander à ce que le constructeur s'en charge, parce que dans le cadre de ce contrat, le constructeur en principe se charge de tout, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'obligations et de transmission de documents qui sont réalisés par un constructeur. Après, il est clair que si vous demandez au constructeur d'avertir le garant de livraison du fait que vous avez demandé des travaux supplémentaires et que vous lui demandez formellement d'avertir le garant, je veux dire, il y a une responsabilité. Sauf que parfois le constructeur n'existe plus. Donc vous pouvez très bien dire, ben voilà, j'avais averti le constructeur, il ne l'a pas fait, le garant, lui, n'est pas informé. Donc on ne peut pas dire qu'il a engagé, qu'il engage sa garantie, puisqu'il n'était pas informé, il n'a pas signé d'avenant. Mais je veux dire, moi, je vous conseillerais plutôt dans ce cas-là de le faire vous-même, ou alors de faire les deux. Comme ça, au moins, vous signez l'avenant, et après là, il n'y a plus de problème. Est-ce que ça engage de... Il est très clair que dans notre documentation, on vous dit d'envoyer les avenants au garant. Vous ne vous posez pas la question. Le constructeur, il paye une cotisation au garant en fonction du montant des travaux. Quand vous lui demandez des travaux supplémentaires, il va devoir cotiser plus. Alors, nécessairement, il le dissimule pour ne pas payer plus. Et vous pouvez toujours l'écrire, vous savez très bien qu'ils s'en foutent. Et est-ce que ça engage le garant dès lors qu'on l'informe? Bien sûr, il est informé, il dit mot consent. Il est informé par voie de recommandé. Il peut toujours refuser l'avenant, moi je refuse ma garantie. Voilà. Mais il ne le fait jamais. D'accord. Oui, parce que il ne le fait jamais. Ou qu'il soit dit à un constructeur et puis il faut payer davantage. Voilà. Ou il ne dit rien, mais à partir du moment où vous l'avez informé, il est informé de l'avenant. Voilà. Est-ce que, j'ai bien une question juste là-dessus, est-ce que les avenants, on peut en informer le garant si ça a été oublié à n'importe quel moment. Avant de demander sa garantie. Oui, oui. Et là, je parlais bien aussi d'un avenant pour la prestation de garantie, bien que tout soit garanti par le garant. Un avenant au contrat de construction individuelle et plus un avenant pour la garantie qu'il soit pleinement informé pour vis-à-vis du garant de l'exercice. Mais il n'y a qu'un seul cas où je dirais qu'il ne faut pas avertir le garant avant qu'il délivre sa garantie. C'est quand vous avez des défauts de sol d'importance, de grosse importance, que vous signez un avenant avant l'ouverture du chantier, par exemple, parce que le garant va peut-être refuser sa garantie de délivrance. Alors, si vous l'avertissez une fois qu'il l'a délivré. Mais... Oui, mais ça se passe. Sur le fait que la seule transmission de l'avenant au contrat de construction suffit, il est quand même plus sûr d'obtenir un avenant au contrat de garantie qui dit que le garant accepte sa garantie. Je sais bien, mais. Et justement, il la refuse. On n'a pas encore beaucoup de décisions là-dessus et le garant pourrait très bien dire moi, j'ai jamais accepté que ma garantie couvre ces travaux. Oui, j'ai reçu l'avenant, mais je n'ai jamais accepté. Alors, tout se discute, mais pour l'instant, on a peu de décisions là-dessus. Donc, restons quand même un petit peu prudents là-dessus. De toute façon, c'est mieux de lui envoyer que de ne pas lui envoyer, ça on est d'accord. Après, est-ce que ça suffira toujours sans avenant au contrat de garantie qui accepte ça? On attend, j'espère, oui. Normalement, ça prend cette voie-là, mais on n'est pas encore certain de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Parce qu'en fait, on peut toujours se retourner aussi contre le constructeur. Donc il faudrait qu'il y ait un supplément de prix, que ce soit avec le garant, que le constructeur ait fait faillite, etc. Disons que si c'est des petits travaux,
ce n'est pas énormément si c'est des énormes travaux, etc. C'est un petit Bon, depuis la loi sur le cautionnement a changé, et donc la décision d'ailleurs, la dernière décision de la Cour de cassation sur le sujet. Avant, les constructeurs n'avaient pas le droit de se retourner vers les garants n'avaient pas le droit de se retourner vers le constructeur. Donc, maintenant, ils ont le droit. Donc, ça tombe bien. Donc, les garants, ils sont censés vous payer et puis aller chercher les sous chez le constructeur. Donc, a priori, ils auront, si on leur réclame, ils auront moins de scrupules, parce que de toute façon, ils savent qu'ils seront remboursés par le constructeur. Donc il faudrait que ce soit le cas où il y a une supplémentaire, que le constructeur était payé, que vous alliez chercher les garants, etc. Comme les circonstances qu'on rencontre tous les jours. C'est pour ça qu'on a peu de jurisprudence. Il y a plein de jurisprudence en matière de recours entre garants et livraison, et ça change un peu. Oui, ça vient de changer. Les recours entre garants et constructeurs. 31 mars 2010, c'est la date de 2011 de Paris, exploitation des personnes, 60 2011. Donc, qui admettent les recours. Je crois que c'est suite à la modification législative. Voilà, c'est les termes. C'est le 2010 qui est sorti de la